moi je vais toujours au sens inverse de la vague. Tu me dis non, bah, je vais dire oui et je vais te montrer que je vais y arriver. Faut juste avoir des gens qui t'inspirent, te dire que en gros, si eux ils y arrivent, pourquoi moi j'arriverai pas? T'es pas dans la catégorie de Cédric Doumbé? Cédric, si tu m'entends. Salut Samir, comment ça va? Salut Damien, très aimé toi? Ah, ça va super bien, je suis ravi de te recevoir. T'es mon premier invité sportif de haut niveau MMA. Ah, ça fait plaisir. Et comme tu sais que je kiffe les sports de combat, c'est juste un plaisir pour moi. J'espère que t'as la patate. Moi, ouais, même si ce matin c'était intense, mais ouais, ça va, j'ai la patate. Nickel. Est-ce que tu me permets de te présenter? Ouais, bien sûr. Donc, Samir, tu es un champion de MMA reconnu qui combat en catégorie flyweight, les légers. Tu as un palmarès de 26 combats professionnels. Ouais. Et tu as été le premier Français à gagner la ceinture poids mouche du Cage Warrior en 2019. C'est ça. À savoir qu'à cette époque-là, c'était l'organisation clairement numéro 1 en Europe. Exact. Tu as combattu dernièrement à l'ARS, qui est la première organisation en France gérée par Fernando Lopez. C'est ça. C'est pour ça que tu es aussi là. Tu ne te limites pas à ta carrière de sportif professionnel en prenant ton billet comme tous les autres. Ouais. En parallèle, tu t'es pris de passion pour la formation des plus jeunes en MMA. Et tu as développé la session jeune du MMA Factory. Je crois que tu es passé de 0 à 200. Ouais. 200 gamins. C'est ça. Tu leur as permis une insertion également en les surveillant, limite comme un éducateur, quoi. Exact. Avec ta mentalité, tu es en train de créer ta propre salle de MMA. Ouais. Malgré, on en parlait en off, malgré toutes les personnes qui peuvent des fois t'en dissuader, dire c'est trop gros. Ouais, tu leur dis quoi? C'est pas trop gros, je vais faire. Et tu as un business pour accompagner les pratiquants amateurs de MMA. Tu prends chaque chose que tu entreprends comme une compétition où tu veux être le meilleur. Donc on se retrouve là-dessus. Ouais. Un challenge envers toi-même plus qu'envers les autres, mais un vrai challenge. Et moi, je suis ravi vraiment de t'avoir dans le podcast pour parler de ton parcours, de ton mindset et de comment on migre du sport de haut niveau à l'entrepreneuriat. J'ai fait le tour? Ah, franchement, t'as tout dit. J'ai même pas besoin de revenir dessus. Nickel. Pour ceux qui connaîtraient pas le MMA, parce que moi, c'est un peu comme mon petit lait, tu vois. Ouais. Est-ce que tu peux expliquer en quelques mots ce que c'est que le MMA? Le MMA, c'est très simple. Ça veut dire que mixed martial art, c'est le mélange des arts martiaux. Donc, quelqu'un qui vient, par exemple, du jiu-jitsu comme toi, peut faire en apprenant les bases du pied-point et de la lutte. Ou quelqu'un qui vient de la boxe anglaise ou du pied-point peut apprendre la lutte et le sol. Bien sûr, ça prend du temps. C'est de l'apprentissage. Mais ce qui est bien, c'est que ça va très, très vite dans le sens où on apprend à boxer, à lutter et à soumettre. Donc, ça rejoint en gros tous les sports de combat. C'est ça, t'as bien résumé. Et c'est pour moi qui viens du judo, donc j'ai fait beaucoup de judo, je suis 4e dan de judo. Ensuite, je suis passé au jiu-jitsu fighting, qui est une sorte de MMA soft. Ouais. Et après, je suis passé au brésilien, parce que effectivement, pour moi, si tu veux être un combattant complet, en fait, tu dois être bon de partout. Dans tous les domaines, ouais. Ça suffit plus. À l'époque, il y a longtemps, tu sais, les premiers, les Gracie et compagnie, c'était tel sport contre tel sport, et ça marchait. Aujourd'hui, c'est fini, ils sont tous black belt. La plupart à l'UFC sont black belt du jiu-jitsu brésilien. Excellent. Donc les amis, on va pas faire un cours de sport de combat, ça va pas être le but du podcast. Donc même si vous n'êtes pas trop sport de combat, restez bien. Là, ce qui est important, c'est comment comment on se construit son mindset pour se dire que je suis sportif de haut niveau, mais je veux être entrepreneur, je veux manger tous les projets les uns après les autres. Exact. Limite en mode un peu hyperactif, quoi. Ouais, de base, je suis quelqu'un qui est hyper actif. Si déjà je fais du MMA, des sports de combat derrière, j'essaie d'apprendre le MMA, automatiquement c'est que j'ai pas envie de m'ennuyer. On a une vie et le but c'est, je vais pas dire de la croquer à plein dedans, mais faut y aller, quoi. Il faut oser avancer, sinon on stagne. Yes, oser avancer, sinon on stagne, yes. Alors, comment on décide de pratiquer ce sport qui est quand même qui a eu beaucoup de... Alors on va pas faire la politique de tout ce qui s'est passé sur les interdictions, mais comment on décide d'aller dans ce sport et de devenir un sportif de haut niveau, donc clairement de vouloir gagner sa vie avec ce sport qui est tant décrié en France. C'est quoi le mécanisme à l'intérieur là qui fait dire j'y vais, je m'en fous? De base, en fait, je faisais beaucoup de sports de combat quand j'étais jeune, et ensuite je cherchais un sport que personne faisait. Et avant, c'était ce sport. On parlait du free fight avant. On parlait du grand free fight. Et du coup,
je m'y suis intéressé quand j'étais à Marseille, j'en ai fait, j'ai découvert le sport. Et petit à petit, je voyais que j'étais bon, malgré mon petit poids qui est tout sec, on me jetait à droite à gauche. Mais j'y croyais, je pense qu'il y a personne qui aurait mis une pièce sur moi au début. Et avec le temps, je me suis dit, je suis assez complet. Pourquoi pas essayer de faire de la compétition? Et ça a bien débuté. Et ensuite, j'ai dit, ouais, je kiffe. Là, j'ai trouvé le truc qui me va. Excellent. J'ai reçu quelques questions sur Instagram. Comment on vit un KO? Waouh, comment on vit un KO? Alors, t'as déjà eu un KO? Non, j'ai déjà vacillé. Ouais. Je n'ai jamais eu de KO. Dieu merci. Du coup, déjà, je pense que le KO, tu te souviens pas trop de ce qui s'est passé. Il y en a, ils se souviennent pas. D'autres, ils se disent que le combat, il n'est pas fini. Je pense que c'est le choc de... J'ai pris un KO parce que je ne l'ai pas vu. Donc, du coup, en fait, boum. Ah, excuse-moi si je me suis déjà pris un mini KO. C'était à Abu Dhabi. Et en fait, je me suis pris le coup. Et en fait, je me suis retrouvé par terre, mais je n'ai pas compris pourquoi j'étais par terre. Donc, après, avec l'expérience, j'ai pu contrôler le jeu. Mais c'est compliqué, hein. C'est très compliqué, surtout s'il y a une personne qui est face à toi et qui est vraiment déterminée, tu peux ne pas voir le KO. Moi, j'ai eu de la chance parce que j'ai mes réflexes, mais sinon, c'est dur. Hein. D'accord. Alors, on va transposer la question à comment tu as vécu. Tu as malheureusement des fois perdu. Ouais. Comment tu as vécu une défaite? Donc, c'est-à-dire que tu t'es préparé, ouais. Et Nelson Mandela, il a beau dire soit on apprend, soit on gagne, soit on apprend. Ouais, c'est cool. Mais dans la vraie vie, c'est soit on gagne, soit on perd. En tout cas, à l'instant T. Ensuite, on apprend. Comment tu as vécu ta première défaite? Très difficile. Je voulais même arrêter. Je me suis dit que c'était pas fait pour moi. Mais avec le temps, quand j'étais bien accompagné, tu te rends compte en fait que tu perds. Mais même si tu perds, c'est une leçon qui va te permettre d'aller plus loin. Si tu fais des erreurs, il faut éviter de les faire plus tard. Et du coup, c'est un travail de tous les jours. Tu dis, OK, aujourd'hui, mon thème, ça va être, pendant un mois, ça va être de ne pas tomber au sol. Et tu vas t'entraîner jusqu'à y arriver. Et du coup, tu as confiance et tu peux encore aller plus loin dessus, en fait. Excellent. C'est quelque chose que je pratique évidemment dans les sports, c'est d'aller... je regarde plus mes défaites que mes victoires. Parce que je trouve que j'apprends plus dans mes combats où j'ai perdu que dans mes combats où j'ai gagné. Exact. Parce que quand j'ai gagné, c'est un peu agence touriste. Ça s'est passé... Ouais, tu peux te faire des highlights et tout. Bon, tout s'est passé comme je voulais, je suis le meilleur du monde. Et puis la fois d'après, tu perds. C'est ça. Et tu apprends dans tes défaites. Et après, tu vas aller chercher tes points faibles. Et dans l'entrepreneuriat, quand on veut se lancer, c'est la même chose. Ouais. On prend des mini coups. Et il faut se relever. On va zoomer après sur la partie entrepreneuriale. Pour l'instant, tu n'as pas forcément eu d'échec entrepreneurial. Par contre, tu m'as dit, voilà, tu as des défis. Alors, ça sera en aucun cas par rapport aux personnes qui vont écouter. Si vous écoutez, que vous connaissez Samir et que peut-être que vous lui avez dit ça, on ne juge pas les gens. Par contre, il y a des vérités. C'est-à-dire que quand des gens qui viennent et qui te disent, voilà, c'est trop compliqué, c'est trop dur, pourquoi tu fais ça? En fait, c'est des parasites intellectuels. Ouais. C'est pas méchant, mais c'est d'une vérité. Et on va revenir sur le parcours entrepreneurial ensuite. On va continuer sur. C'est un peu comme si quand j'avais fait mon sport de combat, on me disait mais pourquoi tu fais du MMA? Il y a personne qui en fait et en plus c'est dangereux. Il y en a plein qui disent ça, mais c'est pas pour autant que je me suis dit vas-y je m'arrête parce que c'est dangereux. Non, au contraire. Au contraire, moi, je vais toujours au sens inverse de la vague. Tu me dis non, je vais dire oui et je vais te montrer que je vais y arriver. C'est excellent. Est-ce que tu fais là-dessus? Est-ce que tu fais un peu de placement financier? J'en ai fait, mais je vais pas te dire, je suis pas très... C'est marrant parce que ce que tu dis là, c'est exactement la clé du succès dans les placements financiers. C'est d'aller... c'est Warren Buffett, l'un des hommes les plus riches au monde, qui le dit, et il y en a plein qui le disent. En fait, c'est d'être... quand tout le monde est euphorique, de flipper. Ouais. Et d'y aller quand tout le monde flippe. C'est ce qui se passe dans un bull run en crypto-monnaie. Ouais. En fait, tout le monde, quand ça commence, c'est la discussion pendant un repas de famille. Tiens, j'ai gagné 10 000 euros en crypto-monnaie. Celui qui n'a pas investi, non, moi aussi, je dois absolument investir. En fait, il fait monter les cours. Et c'est le pire moment pour investir. Donc, c'est exactement ce que tu dis. C'est marrant. Et c'est pareil dans plein de choses de la vie. Souvent, quand vous avez des gens qui sont euphoriques autour de vous, méfiez-vous. Quel que soit le thème, c'est pas forcément bon pour vous. Ouais. Quel a été le plus grand obstacle auquel tu as dû faire face dans ta carrière, si je prends, on va zoomer sur ta carrière de sportif de haut niveau?
Je pense que c'est après mon combat pour la ceinture, où je devais défendre ma ceinture. Au Cage Warrior? Au Cage Warrior, ouais. C'est la plus dure parce que j'ai eu du mal à revenir, parce que j'ai perdu juste après. Et je me suis dit, en fait, putain, c'est relou. Et je me disais, ben, en vrai, de vrai, je me disais, en fait, c'est un peu de ma faute. Au final, je me suis dit, c'est quoi, c'est pas grave, on va prendre le temps et on va repartir. Ça a pris du temps, ça a pris beaucoup de temps. Mais je suis reparti directement à l'entraînement et après, c'est revenu. Et là encore, je suis pareil, hein, je suis dans le même état d'esprit où j'ai eu des défaites. Et dans ma tête, je suis en mode 1-1, faut pas que ça revienne. Et c'est compliqué. C'est dur quand tu gagnes, tu perds, et que tu perds encore, c'est encore plus dur parce que tu te dis, c'est là où tu te poses le plus de questions. Est-ce que je suis fait pour ça? Est-ce que j'ai avoir la niaque de revenir? Et c'est ça le plus dur en vrai. C'est se relever à chaque fois. À chaque fois qu'il y a une défaite ou quoi que ce soit. Même des fois sur la victoire, tu peux être victorieux et avoir tellement confiance et que après quand tu perds, boum, tu dis merde, j'ai pas prévu. Et là-dessus, c'est assez marrant parce que je trouve entre les sports de combat et l'entrepreneuriat, c'est pareil. Des fois, quand tu montes une société, il y a des gens qui ont un succès énorme qui n'est pas géré. Et derrière, quand il y a un trou, parce que y a des trous qui peuvent arriver selon des tendances de marché, des business, le Covid. Ouais. Et c'est très dur pour ces gens-là de se relever. Là où des fois, une personne qui a eu un succès plus linéaire, c'est ça, gère mieux au final son rendu du succès. Quoi. Parce que je pense avec les défis, des petits défis, c'est pas des grands défis, c'est petit à petit, et après, ça y est, la courbe, elle commence à monter. Par les effets cumulés, ouais. Exactement. C'est quoi, aujourd'hui, là, ta motivation au quotidien pour faire ta carrière de sportif de haut niveau et tous ces projets dont j'ai parlé et qu'on va évoquer dans quelques instants? C'est quoi ta motivation le matin pour te lever et faire tout ça en parallèle? En vrai de vrai, d'habitude, je suis pas comme ça, mais en vrai de vrai, aujourd'hui, c'est ma fille. Grâce à elle, j'ai encore une plus grosse motivation, une envie de tout, même si de base je suis comme ça, mais ça m'a encore donné plus l'envie de tout péter. Parce que je me dis qu'aujourd'hui, je suis dans un sport qui est tout jeune. J'ai envie de me dire que j'ai investi tout mon temps dessus depuis que je suis petit. Et aujourd'hui, il y a trop d'opportunités et c'est le moment de passer un cap et de se dire, voilà, faut construire des choses et faut que ça dure. C'est surtout ça, faut que ça dure. Donc du coup, grâce à ça, grâce à ma femme et ma fille, en vrai, je suis motivé. Et en plus de ça, j'ai ma femme qui m'aide beaucoup, qui me pose beaucoup de questions, qui me remet toujours en question pour savoir est-ce que ce que tu fais c'est bien, etc., etc. Mais en même temps, elle me donne le bon chemin. Donc en vrai de vrai, c'est grâce à ma famille. Excellent ce que tu dis. Alors moi, je suis très sur la famille. On en a discuté quand on s'est eu la première fois. Et souvent, je dis, mine de rien, on a beau dire, les femmes, ce qu'elles te conseillent, ce qu'elles te soufflent à l'oreille, il faut très très souvent l'écouter parce qu'elles ont un recul et des fois une plus grande légèreté, et c'est pas du tout péjoratif, mais une plus grande légèreté que nous pour voir plein de scénarios possibles et nous donner un petit peu, nous calmer à certains moments et nous encourager à d'autres moments. Quoi. Et, c'est très, 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 très pertinent. Donc, sportif de haut niveau, on en a parlé. Yes. Et du coup, comment et pourquoi on va s'embêter sur le principe, permets-moi de le dire, à former des gamins au MMA alors que t'as ton renforcement, t'as ta prépa physique le matin, t'as ton entraînement l'après-midi. Je suppose que les gamins, c'était plutôt fin de journée, voire le mercredi, voire le samedi. Pourquoi ? Écoute, c'est simple. Moi, je me suis dit que je vais pas pouvoir avoir de grands partenariats, des sponsors, etc., etc. Donc, en général, ce qui fait vivre un combattant, en général, surtout dans le MMA, ça va être les sponsors, etc. Moi, j'ai essayé, j'avais pas de suivi dessus. Du coup, je me suis dit, peut-être qu'en faisant autre chose, quelque chose déjà qui me plaît, ça va m'aider à subvenir à mes besoins et en même temps, ça va peut-être développer quelque chose de nouveau.
Et j'ai commencé par ça. Le fait d'entraîner, ils étaient quoi, 3-4. C'était cool parce qu'ils n'étaient pas nombreux. Donc j'avais le temps de m'occuper d'eux, de les faire avancer. Et en plus de ça, ça les aide parce que chaque enfant a des besoins qui sont différents de nous. Les enfants, ils vont avoir besoin d'avoir quelqu'un qui va leur dire oui, c'est bien ce que tu fais, ou qui a peut-être des problèmes à l'extérieur et qui a besoin de les extérioriser, et ça les aide. Et petit à petit, je pense qu'avec ça, ils ont remarqué que ce qu'ils faisaient, ça marchait, que ce soit dans la vie de tous les jours comme dans le sport. Et petit à petit, les gens ont commencé à s'accumuler à la salle, et je me suis dit, mais en fait, il y a quelque chose à faire dessus. Et du coup, je me suis un peu plus concentré dessus en faisant des recherches, en trouvant des idées, parce que le MMA, il n'y a pas encore de pédagogie. Il n'y a pas de brevet d'État Si, il y a des brevets. Si, il y a des brevets pour, mais le côté entraînement pour les enfants n'est pas encore vraiment développé. Donc du coup, je me suis dit, bon, je vais chercher à droite à gauche pour voir ce qui peut être intéressant. Et petit à petit, ça a fonctionné. Ouais, parce que si j'ai bien compris, tu as créé pratiquement ta méthode avec des jeux, etc. C'est ça. Après mes recherches. Pour les petits, c'est des jeux. Pour les moyens, on rentre dans les jeux, mais en même temps, on est un peu sérieux. Pour les plus grands, on est dans le bain avec de temps en temps des petits jeux, histoire de les stimuler. Excellent. C'est intéressant parce que, en fait, tu étais déjà en train de préparer ton potentiel après-carrière, parce que ça peut s'arrêter assez vite dans ce genre de sport. Et à côté de ça, tu as un mindset de combattant, et tu dis, c'est dur d'avoir des partenaires financiers. Donc déjà, si jamais vous écoutez le podcast et que vous êtes aligné avec le mindset de Samir, n'hésitez pas à nous contacter, et moi je ferai suivre, parce que je pense qu'il y a réellement un gros enjeu de visibilité à promouvoir le MMA et les sportifs en MMA. Quand on voit qu'on remplit, que Greg MMA remplit le Zénith avec la moitié de l'organisation. Alors, c'est un peu technique, mais il y a eu un truc qui s'appelle l'Hexagone MMA. Ouais. Il y a quand même, j'étais assez stupéfait de me dire que dans une organisation, tu as quand même sur la carte des amateurs. Ouais. C'est pas péjoratif. Ouais. Mais remplir le Zénith avec des amateurs, parce qu'il y a un mec qui est un influenceur, ça me fait dire qu'il y a vraiment quelque chose à gagner pour des sociétés, à aller sponsoriser et avoir des partenariats. Donc je pense qu'il y a vraiment cette partie-là qui est encore faisable. Oui, bien sûr. Mais en fait, ce que j'aime bien, c'est que tu as eu un constat. Ton constat était que tu n'as pas trouvé de partenaire, et du coup tu t'es dit, bon, parce que tu aurais pu abandonner, moi j'ai pas de partenaire, du coup c'est chaud. Non, tu as saisi ça pour créer une opportunité, l'opportunité de professionnaliser dans l'éducation. C'est ça. Et c'est excellent, parce que quand on a des constats dans la vie, on peut jeter l'éponge et retourner voir un match de foot, boire une bière et manger des pizzas. Et bizarrement, rien ne se passe. C'est ça. Ouais, c'est vrai. Ou alors on se dit, tiens, il y a un constat, bon, c'est un peu compliqué. Et du coup, je trouve des plans A, des plans B, des plans C. Et toi, du coup, c'est parce que tu as commencé par l'éducation avec les gamins que tu te dis, tiens, je vais ouvrir ma salle. Comment on passe Non, ça s'est pas passé exactement comme ça. C'est que je me suis dit que bon, je suis bon dans ce que je fais. Pourquoi pas de base, je voulais avoir ma salle. Je me suis dit qu'avoir une salle, c'est pas une finalité, mais c'est peut-être le début de quelque chose d'autre. Parce que du coup, tu vas avoir des gens qui vont venir, donc tu vas développer un truc encore plus grand. Et je me suis dit, si j'ai ma salle, en vrai de vrai, je peux faire ce que j'ai comme vision dans la tête. C'est que moi, j'ai ma vision d'une salle où tout le monde peut s'entraîner, tout le monde se côtoie, mais en même temps, on arrive à ses objectifs. Et du coup, je me suis dit, bon, pourquoi pas ouvrir une salle qui permet pour tout le monde, que ce soit des professionnels ou amateurs, d'être satisfait et de se dire, je viens ici, je kiffe, je suis en train de kiffer mes entraînements, mais en même temps, c'est assez social, et en même temps, j'avance dans la vie. Et c'est ça, en fait, que je veux faire, c'est que je veux que tout le monde, qui n'est pas mon propre mindset, mais qui se dise, ok, j'ai réussi à faire ça, en fait, je peux avancer dans ma vie aussi. Yes, leur ancrer le fait qu'avec des accomplissements, leur donner confiance en eux. Ouais. C'est toi ce que tu as fait au fur et à mesure. Et c'est ça. Ok, maintenant, avoir une salle, c'est des investissements. Ouais. C'est comment on... Parce que tu n'es pas investisseur à la base, tu es sportif, tu fais des sports de combat. Comment on se dit ça, et comment c'est accepté, enfin,
quand au premier repas, quand tu allais voir ta femme et que tu as dit, bon, bah, je vais ouvrir une salle de sport, quand on a parlé à tes amis, peut-être au MMA Factory, enfin, les gens, ils t'ont regardé avec des yeux en disant, mais pourquoi? Enfin, ou alors ils t'ont dit, yes, c'est cool. Enfin, comment ça a été perçu, cette envie au fait, de faire des choses qui sortent du lot? Quand j'en ai parlé à ma femme, elle a réfléchi. C'est quelqu'un qui réfléchit beaucoup. Elle est vraiment dans la réflexion. Et après, elle m'a dit, ouais, ça peut être une très bonne idée, moi je te suis. Je lui ai dit, comment ça tu me suis? Bah, je te suis, je suis avec toi, je peux t'aider et tout. Je dis, oh, lourd, ok. Après, j'en ai parlé un peu à des gens de confiance, à des amis. Même eux, ça m'a étonné. Ils m'ont dit, bah, c'était sûr, t'allais ouvrir ta salle. Tu rigoles ou quoi? T'es bon dans ça, etc., etc. Et c'est là où je me suis dit, mais en fait, même les gens qui sont autour de toi peuvent t'aider. Et j'ai eu des amis qui m'ont dit, ouais, bah, écoute, on est prêt à investir. Tu nous dis c'est combien l'entrée. C'est ça qui m'a étonné, qui m'a fait chaud au cœur, c'est de voir même des élèves, des parents d'élèves qui ont dit qui étaient prêts à m'aider. Et je me suis dit, mais ah ouais, d'accord, il y a une vraie portée derrière, donc ça m'aide. Automatiquement, je me dis, ouais, c'est une bonne idée. Et après, tu as toujours des gens qui vont venir, qui vont te dire, mais t'es sûr, tu peux y arriver? Mais c'est gros, tu devrais commencer par un petit truc. Non, non, non. Et moi, j'ai beaucoup de doutes quand on me pose des questions. Enfin, quand j'ai un projet qu'on me dit, ouais, t'es sûr que tu vas y arriver? Automatiquement, je me dis, mais est-ce que vraiment je vais y arriver, tu vois? Mais finalement, avec les gens qui sont autour de moi, ils me disent, ouais, mais comme on a dit tout à l'heure, ben, en vrai, c'est peut-être eux, en vrai, qui sont pas sûrs, même s'ils veulent ton bien, mais peut-être pour eux, c'est gros. Ben, moi, les gens qui sont autour de moi, ils m'ont dit non, tu peux y arriver. Alors, on l'a dit quand on était en off, Samir. Ils nous ont pas entendu. Il faut reconnecter. Exact. Mais oui, en fait, c'est ce qu'on disait en off là-dessus, c'est que souvent, c'est là. Et ça sera pareil si vous avez envie de vous lancer dans l'entrepreneuriat, si vous avez. En fait, ce que j'appelle, et c'est pas péjoratif, envie de sortir du troupeau. C'est ça. Quand on a envie de sortir du troupeau, du coup, vous devenez en fait le mouton qui a le tampon, quoi. Ouais. Et du coup, c'est bizarre parce que les gens, en fait, ça met leur propre frustration de ne pas le faire. Moi, par exemple, j'ai décidé de limiter ma consommation d'alcool pour pratiquement pas en boire. Et du coup, le fait de pas en boire devant des gens qui peuvent pas qui ont l'impression qu'ils peuvent pas faire une bonne soirée sans se mettre minable, bah, ça leur met devant leur propre frustration de pas arriver à s'amuser sans boire d'alcool. Ouais, c'est vrai. Et du coup, on est jugé tout le temps. Ouais. Maintenant, c'est OK. En fait, si vous êtes sûr de ce que vous voulez mettre en place, mais sachez qu'il y aura ce genre de personnes qui, en fait, mettent leur propre frustration. Et on en discutait parce que c'était ce que tu m'as dit. Et en fait, ça se reproduira sur tous les domaines. Mais tu as eu un nombre de personnes comme important qui t'as dit, ouais, moi, je te suis. Ouais, c'est ça. Je veux y être en plus. Ouais, c'est ça. Donc ça m'a vraiment, vraiment motivé. Et après, tu te dis, bon, bah go, on essaye. Enfin, c'est même pas qu'on essaye, c'est on le fait. Et on va à 100%. Et juste comme ça, par exemple, quelqu'un comme Fernando Lopez qui a cette expérience-là, oui. T'en as parlé avec lui ou... Oui, il n'était pas contre. Il n'était pas contre. Il était même... il m'a dit que c'est une bonne idée. Et après, bah, moi, je lui ai dit... je sais que c'est une très bonne idée. Donc non, il n'était pas contre. Yes. Excellent. Donc, Fernando Lopez, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un grand... Pour moi, c'est l'un des moteurs qui fait que le MMA est ce qu'il est en France. Après, exact. On a tous des qualités et des défauts. Mais par contre, c'est quelqu'un qui... On va dire que la première personne dans ma vision, mais d'ailleurs on pourrait la partager, qui fait que le MMA est ce qu'il est en France, pour moi, c'est Bertrand Amoussou. Oui. Ouais. C'est le monsieur qui s'est battu contre vents et marées. Et pour moi, qui a comme donné le relais à un Fernando Lopez qui avait l'envie, le management et peut-être l'argent, je ne sais pas, en tout cas il a créé l'argent, et ça c'est cool, de mettre en place ce qu'il a mis derrière. Mais exactement. Pour moi, c'est un peu ce duo transgénérationnel qui fait que le MMA n'est plus juste un sport de loupard en bas d'une cité. C'est vrai. Et c'est énorme ce qu'ils ont fait, franchement, avec toute leur expérience et tout ce qu'ils ont fait en off, bah, c'est incroyable parce qu'aujourd'hui, c'est légalisé, on peut s'entraîner, on peut trouver des partenaires, des sponsors. Alors, tout n'est pas encore parfait.
Mais sur le nombre de combats qu'il faut faire dans les différences, ça crée des pipeaux de ceinture. Voilà. Mais enfin, c'est mon point de vue. Alors, je suis qu'amateur, je suis pas à ton niveau. Mais d'une manière générale, c'est quand même beau ce qui s'est passé comme évolution. Et c'est pour ça que je pense que les partenaires, je suis sûr qu'il y a un truc à faire il y a plein de choses. Sur les partenaires, parce que je vois même au jiu-jitsu brésilien, il y en a qui arrivent à trouver à des petits niveaux, parce que la visibilité, elle est juste énorme. Elle est juste énorme. Il y a trop de monde. Il y a trop de monde. T'es pas dans la catégorie de Cédric Doumbé? Ah, je suis loin. Déconne. Mais s'il y a moyen. Non, arrête. Cédric, si tu m'entends. Non, c'est après, tu vois, sur ce genre de choses, et on peut, dans l'entrepreneuriat, surfer de la même manière. C'est-à-dire que ce que fait quelqu'un comme Cédric Doumbé, c'est-à-dire que si vous connaissez pas le MMA, il y a forte chance que vous ayez déjà entendu le nom de Cédric Doumbé. Voilà, c'est ça. Et là-dessus, il est bon. Pour moi, il fait du bien au MMA. Et j'aime pas ce qu'il fait, parce que je viens des sports de combat, des arts martiaux. Et j'aime pas, techniquement parlant, quand ça trash autant, mais ça fait du bien au MMA. Et ça, c'est cool. C'est comme un McGregor. C'est trop loin. Et c'est bien fait que de temps en temps, il s'en soit pris une. J'y pensais mais ça fait du bien au MMA. Parce que ça ramène des sponsors, ça ramène de la visibilité. C'est ça. Et dans l'entrepreneuriat, c'est pareil. Des fois, vous aurez besoin de faire un peu de provocation, d'aller chercher un peu de provoque, un peu de choses qui sortent des sentiers battus. Et c'est ça qui va vous faire vous démarquer dans votre marketing, par exemple. C'est ça qui amène des différences. Et je pense que lui, il fait du bien, et il faut s'inspirer tout en étant peut-être un peu plus humble, parce que faut pas oublier qu'on fait un sport de combat et que la patate peut faire très très mal. Ouais, d'ouf. Après, il y a un truc là-dessus, et il est comme toi dans l'humilité, parce qu'il reconnaît qu'il est plutôt à la fin de sa carrière qu'au début. Et du coup, il reconnaît que tout ce qu'il fait, c'est pour la suite de sa carrière, quoi. Donc c'est juste après la manière dont il s'exprime vis-à-vis des gens qui est différent. Moi, il y a un truc qui passe pas. Enfin, je sais pas pour toi, on peut faire entre nous. Quand tu montes dans le ring, c'est comme quand tu montes sur un tatami. Au moment, tout ce que tu as fait avant, tu as le droit. Au moment où tu montes dedans, tu dois te taire. Ouais, c'est vrai. Et ce qu'il a fait de crier dans le lieu, le sanctuaire, pour moi, c'est un manque de respect total. Et ça devrait être synonyme de disqualification. Ouais. Parce que tout ce que tu fais avant, tu peux, mais quand tu rentres dans le sanctuaire, là, l'octogone, c'est une cage, c'est un sanctuaire. Si tu n'as pas... D'ailleurs, l'arbitre qui rigole, pour moi, c'est abusé. Mais tu dois respecter ton adversaire, parce que c'est ça qui a fait déstabiliser le Jordan, qui a balancé un pied de junior, alors qu'il est largement meilleur que ça, même s'il se serait fait avoiner, jamais il aurait fait ça. Donc, en tout cas, ce marketing qu'il fait, allez voir ce qu'il fait si vous ne connaissez pas Cédric Doumbé. C'est une leçon. C'est une leçon de marketing. C'est pas une leçon de sportivité, clairement, mais c'est une leçon de marketing. Et lui, il travaille son marketing. Et c'est très intéressant si vous voulez vous lancer, si vous voulez avoir ce qu'on appelle un personal branding. Il a un personal branding très fort. On sait tout de suite qui c'est. Et ça, c'est quelque chose qui est assez intéressant à développer. D'ailleurs, on peut voir que pour son prochain combat face à Baki, il a fait complet en 20 minutes. C'est ça, il a fait sold out du Zénith ou Bercy. C'est ça, je crois que c'est Bercy. Ouais, il a fait en sold out. Du coup, mais c'est pervers parce que, on va pas faire tout là-dessus, mais c'est pervers parce que du coup, la ligue qui l'embauche, du coup, va pas lui mettre des gros adversaires parce que dès qu'il va se prendre un KO, la hype va descendre. C'est ça. Donc lui, ils lui mettent pas, parce qu'il y a 2-3 mecs... Baggy, il est quand même fort. Hein. Moi, je le connais bien, je pense qu'il y a de quoi faire. Après, alors Baggy, son manager, c'est le MMA Factory, c'est pour ça que tu connais bien. Et il s'entraîne de l'arrivée à Nantes, il s'entraîne avec les... Non, il s'entraîne pas à Nantes, Baggy? Il me semblait qu'il s'entraînait à Nantes. Non, il s'entraîne pas avec les Vikings, non. Ah, il me semblait qu'il s'entraîne avec les Vikings. Non, ils se connaissent et tout, mais ils s'entraînent pas ensemble. Je pensais. Non, mais après, oui, c'est vrai que ça se peut que ils le mettent moi, je trouve que quand même, là, ça commence à être intéressant parce que Baki, il est fort. Mais c'est vrai que si on revient un peu sur comment il vend le combat, les deux, ils le vendent bien. C'est vrai que plus Cédric que Baki, parce que, comme le disait, il a un gros personal branding. Mais je pense que c'est ce qui fait que les gens veulent le voir. C'est parce qu'ils veulent voir le show.
Ils veulent voir le show pour le voir gagner, mais comme le voir perdre. C'est ça. En fait, il y en a qui vont prendre leur billet pour le voir perdre. Mais c'est une leçon de marketing. C'est ça, exactement. Et donc, si vous voulez vous lancer dans n'importe quel domaine, identifiez-vous. Vous voyez, par exemple, je ne sais pas si tu connais Big Fernand. J'avais interviewé il y a longtemps Big Fernand. Oui. Et ben, c'est l'hamburger. Et en fait, ils se sont identifiés. C'est le hamburger à la française. Donc, je crois qu'ils appelaient ça le hamburger. Quand tu rentrais chez eux, c'était particulier. L'ambiance, c'est particulier. Et du coup, tu manges un hamburger avec un steak haché à l'intérieur, mais tu le payes 2 fois plus cher. Ouais. C'était un peu meilleur que d'autres, mais sur le principe, tu le payes un peu plus cher. Ouais. C'est super important d'avoir cette identification. Toi, ta salle de sport, tu penses en faire profiter, que ton image, tu vas brander ton image pour la salle de sport. Comment tu as ta vision de cette salle de sport? Tu vas te servir, par exemple, de toute l'autorité que tu as dans ton sport de combat, où tu te dis, tiens, c'est quelque chose de différent, c'est une passion. Je le gère vraiment comme un projet à part. Non, je l'utilise aussi. J'utilise mon mini personal branding qui fait que je ramène des gens, mais en même temps, je me dis qu'il faut que je crée quelque chose que tout le monde peut se retrouver. C'est-à-dire que quelqu'un qui veut faire de la compétition peut faire de la compétition, que ce soit en amateur ou en pro. Quelqu'un qui vient pour se faire plaisir, il peut venir se faire plaisir, parce que déjà, moi, quand j'entraîne les enfants, ça se voit que je suis quelqu'un qui est passionné, donc je les prends comme si c'était mes petits frères ou mes petits-enfants, donc du coup, je fais très attention, donc les parents le voient. Donc du coup, je me dis que si les enfants, je les considère comme un membre de ma famille, les gens qui vont se dire que ouais, j'ai envie d'aller quelque part où on est à l'aise, où on va faire attention, où mon enfant est en sécurité, il est le bienvenu, comme un adulte qui a envie juste d'apprendre, de se faire plaisir, comme un compétiteur. Mon objectif, c'est que tout le monde s'y retrouve et que tout le monde passe un bon moment. Tu vois. Excellent. Une question qui me vient dans la foulée, c'est que du coup, tu as fait du sport de haut niveau, tu fais encore du sport de haut niveau. Pourquoi l'entrepreneuriat, c'est dur? Donc c'est encore continuer une carrière de haut niveau qui peut être usante. Pourquoi tu t'es pas dit, après ma carrière, j'irai prendre un poste de salarié? Je peux pas. Je me vois pas comme salarié. Je suis désolé, je préfère le dire, mais je suis pas quelqu'un... J'ai déjà travaillé dans tout ce qui est... j'ai travaillé pendant une dizaine d'années à Sephora. J'ai travaillé en tant que barman. J'ai fait beaucoup de petits tafs. Et même si j'étais déterminé par exemple, quand j'étais à Sephora, je me voyais loin. Parce que j'aimais beaucoup ce que je faisais. Et quand j'ai commencé les sports de combat, je me dis qu'il fallait que je choisisse. C'est là où il y a eu le rapport entre le travail et ma passion. Donc du coup, je suis parti dans le sport de combat et je me suis dit, vas-y, il faut que j'aille à fond. Là, c'est pareil. Ça veut dire qu'aujourd'hui, je ne me vois pas être dans un magasin ou être dans un truc où je suis tous les jours là. J'aime bien être dans un truc où la bagarre, déjà demain la bagarre, tout le temps la bagarre, et il y a un côté social où on a le temps, on peut parler, où t'as pas un patron qui est derrière toi et qui dit on attend quelque chose, tu vois. Yes. Pour toi, c'est la liberté que ça va t'amener. Exactement, la liberté de pouvoir m'entraîner, de pouvoir entraîner les gens, de pouvoir profiter de la vie. Excellent. Alors, pour ceux qui nous écoutent, il n'y a pas une bonne case et une mauvaise case. Complètement. Par contre, c'est juste, et ce qu'a fait Samir, c'est juste se poser les bonnes questions pour lui. Et ce qui est intéressant, c'est si vous écoutez ce podcast et que vous n'êtes pas encore lancé dans l'entrepreneuriat, vous n'avez pas cliqué. On fait rarement quelque chose par hasard. Du coup, si vous nous écoutez, alors sûrement vous êtes peut-être passionné de sport de combat et c'est ça que, tiens, j'ai envie d'écouter, ou alors d'entrepreneuriat. Si c'est passionné de sport de combat, l'une de mes tripes les plus profonds, c'est qu'il y en a beaucoup qui se servent de leur mindset de sportif de combat pour voir qu'en fait, l'entrepreneuriat derrière, c'est faisable, les amis. Ouais. Et pour ceux qui sont salariés, si vous êtes là, c'est la même chose, c'est que ne vous mentez pas. C'est-à-dire que la vie, elle est trop courte et un jour, on va perdre ce jeu. De toute façon, c'est une compétition, mais on est sûr de perdre un jour. C'est-à-dire, un jour, les yeux vont se fermer, le dernier souffle arrivera, le plus tard possible en bonne santé, mais ça va arriver. Et par rapport à ça, il ne reste plus assez de temps pour se mentir. Si vous êtes heureux en tant que salarié, vraiment heureux, c'est OK. Mais si vous écoutez ce podcast alors que vous êtes salarié, normalement, dans votre tête, il y a quelque chose où il y a un déséquilibre. Et j'ai fait exprès de l'orienter. Et c'est pas pour rien, vous savez comment il s'appelle ce podcast? Il s'appelle le Why. Travaillez votre pourquoi, votre Ikigai, pour trouver ce que vous voulez faire. Samir, il a travaillé.
c'était pas gagné parce que du coup, sa passion, c'est se mettre sur la gueule. Donc, comment je fais que ma passion me rapporte pour vivre? Faut que je sois le sportif de haut niveau. Et comment je fais? Parce qu'au bout d'un moment, se mettre des coups sur la gueule, je sais que je vais pas pouvoir faire ça non plus jusqu'à 70 ans. Et je vais profiter de mon mindset pour aller créer une société et dans le domaine que je connais le mieux et qui est une passion. En fait, tout ça, au final, c'est comme une bonne recette de cuisine ou comme une bonne symphonie. C'est chaque partie fait un tout qui est cohérent. Donc, trouvez juste votre tout cohérent. Et derrière, vous allez voir, ça va être assez logique. Et en plus, on prend plaisir. Quand on fait quelque chose qu'on aime, automatiquement, tu es là, tu kiffes. Même quand il y a des moments où c'est dur, en fait, la difficulté, elle est encore meilleure. Elle est dure, mais tu kiffes, en fait. C'est excellent ce que tu dis, Samir. Parce que l'entrepreneuriat, on a des hauts, on a des bas. Et des fois, moi, il y a des trucs qui ne se passent pas comme je le souhaite. Ouais. Et du coup, ça m'oblige à aller réfléchir, des fois pivoter. Ouais. Et en fait, je suis autant des fois devant, en tant que chef d'entreprise, avec des charges et tout, avec des fois un petit stress, on me dit bon, faut que ça marche. Et à côté de ça, devant une excitation du changement. Ouais. Et je crois que c'est ça, en fait, l'entrepreneuriat, c'est un côté un peu sadomaso qui, en fait, on aime la difficulté qui t'amène une excitation pour aller chercher ce changement. Et ça, c'est quelque chose... Alors, j'adore les analogies. Et je pense que c'est comme... en fait, on a mis des nouvelles lunettes. Je ne sais pas si tu vas me suivre là-dessus. Moi, depuis que j'ai lu des livres de dev perso, j'ai changé, du coup, ma façon. Avant, j'étais très salarié, carriériste et tout. Ouais. Et en fait, c'est comme si j'avais mis de nouvelles lunettes. Ce qui fait que mon monde à moi, il n'est pas meilleur que le monde de quelqu'un d'autre. Par contre, si je mets les lunettes de quelqu'un d'autre qu'à un monde de salarié classique, en fait, ça me fait mal à la tête. Ouais. Parce que j'ai plus les mêmes lunettes. C'est pas que mes lunettes, elles sont meilleures. C'est que j'ai plus les mêmes. Ouais. Et ce qui est important, c'est trouver les lunettes à votre vue. Ça pourrait être un slogan, tiens. C'est vrai. Trouver les lunettes. C'est pas mal. Trouver la lunette qui vous va. Qui vous va. Et c'est ça, en fait. Parce que le but, c'est de kiffer. Parce que quand vous allez trouver ça, ça y est, c'est fini. Vous pourrez plus remettre votre vue d'avant. C'est vrai. Moi, je peux plus remettre ma vue d'avant. Et des fois, je me dis, pourtant, pourquoi j'ai fait ça? J'étais en banque, je gagnais super bien ma vie, je me faisais pas chier. Je dis, mais non, en fait, je peux plus, de toute façon. Je ne peux plus. C'est pour ça que ta réponse ne m'étonne pas. Et en tout cas, je la comprends. Ouais, le salariat, tu y as goûté. Tu as goûté la liberté. Alors, ça veut pas dire, les amis, quand on est entrepreneur, c'est pas la fête du string et les cocotiers. Hein, c'est du boulot. Ouais, mais pour soi, pour une création qu'on va mettre en place. C'est excellent. Tu as fait des études? Ouais, j'ai fait pareil. J'ai fait un CAP, après j'ai fait un bac pro et après je devais faire d'autres trucs, mais j'ai pas pu. Et en fait, je me suis fait avoir par le sport. Yes, du coup, à un moment, tu as dû choisir entre le sport et les études. En tout cas, tu ne te sentais pas de faire les deux en parallèle? Non, du tout. C'est que, en gros, quand j'avais fait, j'ai commencé avec le CAP parce que je faisais de la merde en vrai quand j'étais en cours. Et je m'en suis rendu compte quand je suis arrivé en CAP. Je me suis dit, je suis pas fait pour ça. Il faut que j'aille encore plus loin. Et ensuite, j'ai eu mon bac pro commerce. Quand j'ai eu mon bac pro commerce, j'ai eu des bonnes notes et j'ai voulu faire j'ai oublié c'est quoi après. Le TS? Voilà, je voulais faire un BTS NRC. Et c'est là où il y a eu le virage. C'est que je me suis dit, mais tu sais quoi, j'ai fait plaisir à ma famille, j'ai fait plaisir à ma mère, j'ai eu mon bac, je vais me faire plaisir, je vais faire des sports. Et c'est à partir de là où j'ai commencé à faire aussi mes études au niveau du sport, des sports. Yes. Ce qui est assez marrant, j'avais reçu Anthony Bourbon, je ne sais pas si tu connais. Oui, je connais. Et qui disait un truc qui résonne beaucoup à moi, c'est prenez une verticale et éclatez-la. Au lieu d'être multi-verticale et d'être médiocre de partout, prenez une verticale et d'éclater-la. Et quand vous l'aurez éclatée, limite, vous prendrez une autre verticale. Ouais. Et du coup, c'est ce que tu as fait. Au final, tu as choisi la verticale du sport. Ouais. Et tu t'es dit, je vais l'éclater. Les amis, allez voir, juste pour ceux qui ne connaissent pas, et c'est Cage Warrior, ce que c'est et ce que c'était en 2019. Je pense que tu n'avais pas conscience, parce que j'ai vu des interviews, tu n'avais pas conscience du niveau que tu avais atteint à ce moment-là par rapport, malheureusement, ça serait aujourd'hui, ça serait champion ça serait l'équivalent au Cage Warrior de la ligue où ils sont rentrés, les Easy King et c'est quoi leur ligue là? PFL. Ouais, ça serait le mec qui a la ceinture au PFL d'aujourd'hui, vous voyez. Ouais, sur la visibilité. C'est une analogie qui vaut ce qu'elle vaut, mais j'ai vu des interviews, en fait, on n'avait pas du tout conscience parce que le sport, en France, il
il était encore pas assez visible. Mais ouais, ouais, on parle de choses avec du gros niveau. Donc oui, on peut dire que tu as éclaté. Ouais, on peut dire que tu as éclaté cette verticale. Ouais. Et du coup, tu passes en parallèle de cette verticale à une autre verticale sur l'entrepreneuriat. C'est ça qui est top. Est-ce que tu lis? Ouais, je lis. Est-ce que tu aurais des livres, 3 livres à nous recommander? 3 livres. Ou au moins un? Au moins un. Alors, un classique, celui de Paulo Coelho. J'ai oublié le nom. Mais c'est un livre où ça te parle de ton destin, on va dire c'est pas l'ikigai complètement, mais c'est vraiment ton destin, les choix que tu prends, ça te ramène pour la vie que tu as. Voilà, exactement. Que j'ai bien kiffé, que j'ai dû lire plusieurs fois. Je crois que je l'ai lu 3 fois. Les 2 autres, de tête comme ça, Tom Ferriss. Après, je suis plus en dev. Tim Ferriss, la semaine de 4 heures. Tim Ferriss, pardon, la semaine de 4 heures. Yes. Et en 3e, je pourrais pas dire. Les 2, c'est les 2 qui m'ont vraiment piqué. Ça me fait penser, tu me diras après l'enregistrement, je t'ai ramené mon livre. Cool. En cadeau, j'ai oublié de... Ah, merci. J'espère que ça sera le 3e. Là, j'espère aussi, mais je pense. Excellent. C'est marrant parce que et c'est un kiff pour moi, c'est-à-dire que je te chope par les sports de combat et je vois que tes lectures ne m'étonnent pas par rapport à ton parcours. C'est des lectures qui amènent en fait à être une meilleure version de soi-même. C'est ça. C'est exactement. Et c'est quoi ce jeu d'être une meilleure version de soi-même, on peut se dire? Je sais pas pour toi, c'est qu'est-ce qui nous donne envie d'être à chaque fois une meilleure version de soi-même alors qu'au final, on pourrait se dire on n'est pas si mal, quoi. Je pense que c'est vouloir être différent. Pour moi, c'est vouloir se différencier. Ouais, se différencier des autres. Même si en vrai, de base, on est tous différents, mais être encore plus différent. Excellent. Qu'est-ce que tu dirais au Samir de tes débuts, au petit Samir? Aie plus confiance en toi. Et arrête de te poser autant de questions. Parce que je suis quelqu'un qui me pose de base beaucoup de questions sur ce que je fais. Est-ce que je prends les bonnes décisions ou pas? Et j'ai envie de lui dire, arrête de réfléchir pas, avance. Surtout quand tu es jeune, tu réfléchis pas. Donc fais-le, réfléchis pas et tu fais. Est-ce que tu penses que un combattant de MMA qui est en poids mouche, il devrait avoir autant de notoriété qu'un poids lourd comme Ngannou? Ah, complètement. Yes. Faisable. Après, voilà, peut-être qu'on n'est pas pareil parce qu'on n'est pas à l'aise. Tu sais pourquoi je pose la question ou pas? Pourquoi? Parce que j'ai entendu dans les interviews où tu disais c'est normal, ils sont plus gros. Oui, c'est vrai, parce qu'ils sont pas à l'aise. Quand tu regardes un combat, que ce soit un mec qui fait 120 ou 130, c'est toujours impressionnant parce que quand les coups s'entrechoquent, c'est waouh, poum, tu vois, tu dis waouh. Alors que quand tu vois que quelqu'un qui fait 57 kilos ou 61 kilos, ça va vite, c'est très technique. Mais pour ceux qui connaissent pas, ils vont dire... Est-ce que tu crois pas que tu te mets une limite? Regardez les amis, on va faire un jeu. Ouais. Vous allez dans les commentaires, vous mettez sur pause 2 secondes, vous allez dans les commentaires et vous me mettez la personne, si je vous parle de MMA, qui vous revient tout de suite en tête. Allez dans les commentaires, on pause 2 secondes. Voilà, maintenant vous êtes revenus. Normalement, si tout se passe bien, il y a 90% des gens, même s'ils ne connaissent pas le MMA, qui vont dire Conor McGregor. Il n'est pas dans une catégorie lourde au final. Non, 65, 61, 65. Donc en fait, c'est marrant, on se met les limites qu'on veut bien se mettre. C'est vrai que là, tu m'as eu. Là, je suis en train d'y penser, mais là, tu m'as eu. En fait, non, parce que depuis tout à l'heure, tu me parles de partenariat et tout ça, de sponsoring, alors que je pense que tu devrais être dans le top 3 des personnes les plus inspirantes en MMA en France. Parce que ton parcours, en fait, il se veut différenciant. Et si tu fais la promotion de ce parcours différenciant, et j'espère que je vais t'aider avec ce podcast, en fait, on parle de toi, quoi. Ouais, c'est vrai. Ouais. On n'est pas obligé de le faire en crash talk. Oui, bien sûr. c'est ça. Ça peut être différent. Ça peut être différent. Même après, le problème, c'est que les gens, ils aiment bien... c'est pas péjoratif, mais c'est pareil pour moi, tu vois, les gens qui ont une grosse personnalité, qui ont... comment on dit ça? Qui disent ce qu'ils pensent et qui n'ont pas peur de ce que les gens vont dire. Et donc, du coup, tu prends Cédric, tu prends Conor, tu prends les gens qui ont du... eux, tu les regardes parce que tu as envie qu'ils perdent, comme je le disais tout à l'heure, qu'ils perdent et qu'ils gagnent. Ouais. Mais là, la question, on va dire, est-ce que toi, tu as peur
Enfin, est-ce que tu as peur du regard des gens? Mais c'est même pas que j'ai peur, c'est que j'ai pas envie de montrer une personnalité qui est différente. Et regarde là-dessus, Cédric Gann. Cyril Gann. Cyril Gann, pardon. Ouais. Quelqu'un qui limite quand il tape ses adversaires, il s'excuse de les avoir tapés. Tu vois, alors qu'il les met KO. Tu vois, il a un respect, il a une humilité. Ouais, il respecte. Alors, tu vois, et pourtant ça passe. Et c'est le contraire d'un Doumbé, c'est-à-dire que limite, t'as l'impression qu'il va faire un câlin. Il sympathise vraiment avec ses adversaires avant le combat. Ouais. Tu vois, et après, et pendant le combat, enfin, il a un respect même pendant le combat. Enfin, je connais pas, hein, Cyril, j'ai pas d'action chez lui. Si tu veux me mettre en relation avec plaisir, mais j'ai pas d'action chez lui, je le connais pas, mais il inspire l'humilité. Ouais. Et il n'y a pas à chier, c'est l'un des meilleurs combattants au monde. Donc, et il a une hype. Je pense que, alors, par ce respect, je pense qu'il inspire. Il inspire beaucoup. Il inspire beaucoup. Ouais. Parce qu'on se dit comment un mec comme ça peut taper, enfin, au final, peut taper aussi fort en étant aussi humble, quoi. Ouais, c'est vrai. Donc, c'est possible. C'est ce qu'on appelle l'USP, c'est-à-dire avoir son. C'est comme son personal branding. Il faut avoir son unique. Qui on est, et authenticité, unicité, qui permet de se différencier tout de suite. Et c'est quelque chose qui peut être très intéressant pour la salle. Ouais, j'avoue. Il y a des gens qui nous écoutent. Il y a pas mal de personnes qui ont envie de se lancer dans l'entrepreneuriat, mais qui ont plein de doutes. Alors, c'est peut-être pour certains des sportifs, sûrement des gens qui sont encore salariés, qui ont des... qui n'osent même pas parler à leur famille, tu vois, parce que pression sociale, pression sociétale de la société. Ouais. Et qu'est-ce que tu leur dirais à ces gens-là qui ont envie, ils nous écoutent, mais ils n'osent pas se lancer, mais il y a un truc qui demande qu'à changer, qu'à aller changer cette paire de lunettes là sur le nez. La première chose, je pense, c'est déjà d'avoir une vision de ce qu'ils veulent et être suivi. Ça, je pense que c'est important d'avoir des mentors qui peuvent t'aider, qui ont une connaissance de ce parcours. Parce que tu peux pas aller quelque part si tu n'as pas quelqu'un qui s'y connaît. Si tu sais qu'il y a quelqu'un qui l'a fait et qui a réussi et qui peut te conseiller en plus de ça, automatiquement, tu peux y aller. Même si, on peut dire, même s'il est pas, physiquement, il n'est pas présent. Mais moi, je me suis toujours inspiré des gens qui ont réussi. J'essaie de m'identifier à des gens qui me ressemblent ou qui me donnent envie de faire ça. Je prends par exemple, là tout de suite, je peux prendre l'exemple de Kevin Hart, je ne sais pas si tu connais. C'est un comédien, c'est un Américain qui est comédien, qui est connu aux États-Unis et qui est vraiment bon dans ce qu'il fait. Il est vraiment fort dans le stand-up. Et aujourd'hui, il te remplit des salles. C'est énorme. Tu dis, waouh, un petit. Carrément, je crois qu'il fait ma taille. Non, c'est possible. Il fait ma taille et tu vois, il arrive à avoir autant de personnes. Et il faut juste avoir des gens qui t'inspirent et te dire que, en gros, si eux, ils y arrivent, pourquoi moi, j'arriverai pas? Même un tout petit peu. Si eux, ils y arrivent, alors moi, je peux y arriver. Excellent. On est 100% alignés sur ça. Si quelqu'un y arrive, je peux y arriver. Sur la vision, c'est-à-dire que effectivement, c'est comme ne pas mettre la destination sur son GPS. On va se fatiguer. Ouais. Et votre mentor, les amis, alors le mieux, c'est d'avoir un mentor que vous connaissez et qui va vous accompagner. Mais moi, mon premier mentor, c'est quelqu'un qui a écrit un livre où je le connaissais pas. Un peu plus tard, je l'ai interviewé, mais je le connaissais pas au début. Et j'ai juste suivi son livre bêtement. Chaque partie de son livre, ça m'a inspiré. Et je l'ai suivi. Et du coup, c'était un premier mentor alors que je l'ai connu que 3 ans plus tard. Et ça m'a coûté, parce qu'on va parler d'argent, ça coûte cher se faire accompagner. Déjà, voir l'investissement versus le changement que vous voulez. Ouais. Moi, du coup, ça m'a coûté 27 €, puisque ça m'a coûté le prix d'un livre. Vous voyez, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, avec un livre, vous pouvez choisir un mentor qui est l'auteur du livre. S'il en a écrit plusieurs, c'est encore mieux. Et vous suivez ce qui met à l'intérieur. Le seul truc que vous faites, c'est qu'à un moment, vous lui direz merci. Ouais, c'est vrai. Moi, je me suis permis au détour d'un séminaire de l'interviewer et de le remercier pour ça. Et d'ailleurs, je lui ai dit que son livre n'était pas assez cher. Et c'est incroyable parce que, tu vois, toi, tu as commencé à le lire et plus tard, tu as pu le rencontrer. Donc, en vrai, c'est... Je sais pas comment dire, mais c'est comme le destin qui fait que tu es allé vers cette personne où lui, il est venu vers toi. En tout cas, c'est que, en fait, ce qu'on pense impossible au début vient par des effets cumulés. Exact. On en parlait avec ma mère ce matin, on discutait.
et sur le fait que je faisais des cours d'orthophonie quand j'étais petit. Elle me dit, mais toi, quand même, tu n'étais pas littéraire. Hein, et au final, tu es celui qui a écrit un livre et tout, qui est publié de partout. Et je dis, ouais, je suis pas littéraire, mais je suis un besogneux. Ouais. Ça veut dire que si j'ai le morceau, je le lâcherai jamais. Ouais. Et je dis, la différence, c'est ça, c'est que des fois, moi, j'ai jamais eu de facilité dans rien, tu vois. Pas réellement de facilité, c'est facile à dire quand on réussit quand même. Mais dans le sport, j'étais pas le plus doué de mes potes. Par contre, moi, j'ai jamais arrêté. Ouais. Ouais. Ce qui fait qu'aujourd'hui, je suis sûrement, sans prétention, dans les meilleurs de ce que je fais dans ma catégorie et tout, juste parce que j'arrête jamais. C'est-à-dire que si j'ai un objectif, je vais jamais arrêter. Ouais. Et je vais perdre. Hein. C'est-à-dire on fait des sports de combat, on prend des... Ouais. Ce que j'appelle... on se fait soumettre, hein, ça fait rigoler les gens. Surtout qu'on ne connaît pas. Mais c'est une vérité, c'est-à-dire qu'en jiu-jitsu brésilien, tout comme en judo, tout comme en MMA, c'est vexant d'abandonner. Ah, d'ouf. Moi, là, j'étais au championnat d'Europe, je me suis déboîté le doigt et je n'ai pas abandonné. Ouais. Je ne pouvais pas. Et je regardais mon coach. Hein. J'abandonne pas. Mon doigt, il était parti. Ça dure, vous faites comme tous ceux à qui je le dis, ils tournent la tête. C'est vrai, mon doigt, il était parti, je l'ai remis 5 fois. Au bout d'un moment, j'arrivais plus à le remettre. Donc, je ne pouvais pas, dans mon cerveau, abandonner. C'est impossible. Et je ne pouvais pas non plus taper. C'est-à-dire qu'il a commencé à m'étrangler. Jamais de la vie, je voulais pas taper, quoi. Donc je me suis débattu et je me suis défendu avec un bras. Donc c'est pas évident de combattre avec un bras. Tu vois le truc. Ouais. Mais en fait, je pense qu'on apprend et je me suis dit, tiens, moi je vais apprendre de ça. Pendant que j'y étais, je vais apprendre de ça. Ça va me servir. Parce que quand je vais avoir mes 2 bras la prochaine fois, je pourrais faire encore pire. Je pourrais faire encore. Mais c'est bien ce que tu dis parce que c'est pareil que moi. C'est que quand je combats, dans ma tête, mon mindset c'est simple. Il y a personne qui me soumet, il y a personne qui me met KO. C'est comme ça que je pense. C'est-à-dire, même si je perds, bien sûr, ça m'énerve de perdre. Ça m'énerve vraiment. Ça me hante. Mais la pire défaite pour moi, ce serait que je me prenne une soumission ou un KO. C'est pour ça que aujourd'hui, j'ai pas de grande perte au niveau du KO ou de la soumission. Et après, encore une fois, quand on dit ça, et bien évidemment, ça peut arriver et c'est pas très grave. Par contre, il faut avoir le mindset de se dire, c'est comme là, vous allez vous lancer dans l'entrepreneuriat, vous vous êtes lancé, vous allez accélérer. Vous allez prendre des boîtes. Ouais, c'est sûr. On va en prendre des boîtes. C'est-à-dire que sur ta salle de sport, tu vas... Peut-être ça va stagner à un moment. Tu vas stagner, peut-être que tu vas prendre du matos et que ça va être 3 mois de retard à un moment sur un truc et pas sur un autre, tu vas jongler. On en prend plein des boîtes. Par contre, au début, on a le plan carré dans la tête. C'est ça. Et ensuite, on a des aléas. Mais au début, il faut être carré et avoir la lucidité au milieu d'essayer d'adapter, de faire comme il. J'ai pas été fou, par exemple, sur mon doigt. Je savais que si je combattais encore à 2 mains, il allait partir le doigt. Ouais. C'est-à-dire que partir dans le sens, c'était chirurgie derrière. Ouais. Je suis pas con. Du coup, j'ai condamné ma main. Ouais. Mais il faut adapter et en fait, on apprend au fur et à mesure. Le sport nous apprend parce qu'il faut réfléchir vite. Ouais, très vite. Très vite prendre des décisions. Et ça apprend, mais dans l'entrepreneuriat, c'est la même chose. Il va falloir rapidement prendre des décisions, pivoter, abandonner des choses en reconnaissant qu'on s'est trompé. Ouais. Et toujours avancer étape par étape. Tu penses que c'est quoi ta meilleure compétence pour réussir en tant qu'entrepreneur ? Ma meilleure compétence ? Yes. C'est l'application de ce que je fais. C'est-à-dire que aujourd'hui, je pense que j'ai les capacités, c'est même pas que je pense, j'en suis sûr, de pouvoir former des gens qui peuvent faire des cours, que ce soit pour les adultes comme pour les petits. Je peux... la gestion, je suis en train d'apprendre. Alors, on parle même pas d'administration, je suis nul, mais j'apprends. Mais je pense que c'est le fait de pouvoir former les gens pour pouvoir avancer. D'accord. Tu penses que tu es capable de former ton armée ? Ah oui, fort. Parce que j'ai une vision et si ceux qui veulent me suivre, ils sont chauds et qu'on est, dans la bonne direction, qu'on peut se dire les choses comme il le faut et que quand même on peut avancer, moi ça me va. Yes. Et du coup, c'est quoi ton plus gros défaut, tu penses, que tu devrais gommer pour réussir dans l'entrepreneuriat ? Très simple, c'est le fait d'attendre. Le fait d'attendre, c'est par exemple, si je fais quelque chose et que je prends du temps à le faire. Des fois, je peux avoir un truc à faire, mais j'attends tellement longtemps que je vais dire, ouais, je vais le faire. Au final, je le fais pas. Et après, je vais dire, oh purée, c'est maintenant qu'il faut que je le fasse parce que c'est chaud. Et donc, ça, il faut que je... Tu connais l'expression « manger le crapaud » ? C'est un livre.
Ouais, et en fait, c'est le fait de faire les choses qu'on n'aime pas au tout début de ta journée. C'est ça. Comme ça, au moins, elles sont faites. T'es tranquille. C'est vrai. Parce que souvent, moi aussi, ça m'arrive, quand on repousse quelque chose comme ça, c'est les trucs qu'on aime le moins faire. Tu vois, là, j'ai mis un gros truc dans mon agenda, comptabilité immobilier. Ouais. T'aimais bien IMO, parce que j'ai dépassé la date limite pour envoyer ça à mon expert comptable. Ouais. Et là, je me suis mis 3 heures dessus, parce que je sais que sinon, jamais de la vie. Je trouve tout. On est très bon dans ces cas-là pour trouver le maximum de prétextes. C'est ça. On a plein de. Voilà, on brasse, même à brasser de l'air, on va pas faire le truc en se disant qu'on est occupé, quoi. Moi, j'ai une anecdote dessus. C'est quand ma fille est née. Je suis quelqu'un, je déteste, mais vraiment, tout ce qui est administratif. Et ma femme, elle me dit, il faut que tu ailles à la mairie pour faire ses papiers, etc., etc. Je dis, mais non, mais je peux pas. Je vais arriver, ils vont me dire, oui, il te manque ça, il faut revenir. C'est mort, je peux pas. Et elle me dit, non, t'inquiète, il y a tout là. Ben, pour une fois, c'était la première fois que j'étais fier d'aller à la mairie avec, tenez, et qu'elle m'a pas dit, bah, il faut revenir dans 3-4 jours. Non, franchement, non. C'est un truc de. Je peux pas. Après, ça se délègue dans ces cas-là avec du contrôle. Ça se délègue au pire. Ça se délègue. Comme ça, tu peux faire pourquoi t'es fait au final. Ouais, exact. C'est quoi aujourd'hui ton quotidien entre le sport de haut niveau, ta vie de transition en tant que chef d'entreprise que tu vas avoir en parallèle? C'est quoi ton quotidien aujourd'hui? Aujourd'hui, mon quotidien, c'est matin, je m'entraîne. Enfin, tous les matins, je m'entraîne. En journée, je fais quelques coachings. Le soir, je me rentraîne. Et derrière, je développe encore un autre business qui est en ligne. D'accord. Business d'accompagnement en ligne. Accompagnement en ligne, ouais. D'accord. Exactement. Et du coup, le business de salle, Ouais. de gérer ta salle, pour l'instant, c'est un business que tu développes dans la journée également? Aussi, ouais. D'accord. Quand je peux, j'essaie d'avancer dessus. Là, pour le moment, c'est plus une histoire administrative. D'accord. Que je dois régler assez rapidement, encore une fois. Mais sinon, non, c'est toujours, je suis dessus mais j'y vais étape par étape pour pas que ça tombe. Yes, excellent. Du coup, j'avais oublié une question qu'on avait posée sur Instagram. C'est dans quel club souhaites-tu t'engager pour la suite de ta carrière? Ah. Bon, c'est une question. Ça devait être. Je pense que c'est quelqu'un qui est plutôt un spécialiste de MMA, donc ça va intéresser certaines personnes. Mais du coup, tu étais au MMA Factory. C'est ça. Et du coup, tu changes, c'est ça de. J'ai changé de club et aujourd'hui, je suis à l'US Métro avec Johnny Fraché comme coach. D'accord. Excellent. Après, tu crois quoi des grandes... Tiens, une petite question, digression, mais c'est pas grave. Ouais. Tu crois quoi des modèles MMA Factory versus les modèles Benoît Saint-Denis qui s'entraîne dans son petit club avec son équipe et tout, et à première vue qui déchire quand même tout, quoi? Bah, les deux sont bien. Chacun son modèle. Donc eux, c'est entre eux. Ils arrivent à avoir leur propre... à ramener des gens à droite, à gauche, et ça marche très bien pour lui. Il faut que ça continue. Et le Factory, c'est une usine où tu as beaucoup de combattants, et en vrai, on utilise des combattants entre eux pour pouvoir avancer. C'est un modèle qui est différent. Chaque modèle peut marcher, et pour le moment, bah, ça marche bien, vu qu'il y a eu des champions qui étaient à l'UFC et d'autres dans d'autres organisations. Moi, je trouve que les deux sont bien. Il n'y a pas de mal. C'est juste une autre façon de faire avancer des athlètes. Yes, excellent. Si tu avais une baguette magique, tu changerais quoi à ta vie? Je changerais rien. Réellement, je changerais rien parce que j'aime trop les leçons. La vie me donne tous les jours des leçons. Tout le temps. Donc, même quand je fais un truc que j'ai pas voulu faire, ou ça me demande en fait d'utiliser mon cerveau. J'aime bien utiliser mon cerveau parce que je sais bien utiliser mes points, mais le plus dur, c'est utiliser le cerveau. C'est le plus dur. Savoir réfléchir, prendre des bonnes décisions. Et donc non, je changerais rien. Yes. Et une question additionnelle, on arrive à la fin de ce podcast. Yes. Tu penses à quoi quand tu montes sur le ring, dans la cage? Franchement, je suis en mode déj. Je suis désolé. Je vais le tuer. C'est mon pire ennemi. Il y avait un moment où j'étais en mode je m'en fous, j'y vais. Je me tape pour me taper. Et aujourd'hui, c'est vraiment... si je rentre dans la cage, je vais t'arracher ta tête. Réellement, quitte à perdre un bras, quitte à perdre un doigt, quitte à perdre... Il n'y a pas moyen.
on avance. Tu sympathises avec tes combattants avant? Avant, ça dépend. Si la personne veut, oui, il n'y a pas de problème. Mais par contre, dans la cage, ça va. Il n'y aura rien qui va changer. Excellent. Non, parce que moi, c'est un truc que j'aime pas du tout. Parler avec un mec avec qui je vais me mettre sur la gueule juste après. Autant après, ça me gêne pas. Autant avant, il y en a. Parce que nous, en plus, c'est de la promiscuité. Parce qu'on t'amène à un endroit, on te fait t'échauffer dans 10 mètres carrés. C'est l'usine en jiu-jitsu brésilien. Mais j'avoue que. Il y en a plein qui sont comme toi. Hein. Ouais, j'aime pas. Je vois pas le truc d'aller parler à la personne avant lui. Alors, là, j'ai un peu progressé au championnat d'Europe. Je le regardais en faisant un petit sourire, mais je fais un sourire alors que j'ai envie de lui casser. Enfin, tu vois, alors que j'ai envie de lui casser la gueule. C'est sourire juste avant de te taper. Non, pour ce qui me regarde, non, je fais un petit respect. C'est un signe de respect. On est là juste. On est des bonhommes, on va juste mettre. Voilà, on est des humains. On s'est tous entraînés, on va faire ce qu'il faut faire sur le tapis. J'espère qu'on va gagner, mais c'est vrai que j'ai du mal à aller parler avec la personne avant. Ça dépend. En fait, ça dépend de comment tu engages la chose. Moi, personnellement, je n'irai jamais voir mon adversaire parler avec lui. Yes. Là, je parlerai avec lui après le combat, mais maintenant, si lui veut discuter avec moi, je vais discuter avec lui, mais il n'y aura rien qui va changer. Parce que, en fait, je me dis que dans tous les cas, à l'entraînement, tu tapes la gueule avec des mecs que tu connais tous les jours. Tu peux parler avec eux, tu peux discuter, tu peux t'amuser, quoi que ce soit. Il n'y a pas de problème. Pourquoi avec lui, ce serait différent? Peut-être que là, tu pars sur une vision où le mec, tu dois l'éclater. Mais moi, personnellement, ça me dérange pas. Yes, ouais. Non, moi, c'est plus pour être rester dans ma bulle et en fait, c'est con, mais j'ai rien à lui dire avant, quoi. Ah oui. Parce que tu vois, après, oui, mais avant, on n'est pas, enfin. On n'est pas poteau, ouais, c'est ça. C'est pas méchant, mais sur le principe, on n'est pas poteau. Après, on peut être poteau peut-être après, mais je vais pas. Moi, ma bulle, elle commence quand on commence à mettre les bandes. Ouais, vous avez tous ce rituel. Un rituel où tu mets tes bandes. Là, ça sert à rien de parler avec moi, je te connais pas. Même si on va combattre ensemble, je vais pas te regarder. Je focus dans ce que je dois faire. Yeah, c'est excellent. Parce qu'en fait, cette concentration-là, c'est la même qu'il va falloir quand à certains enjeux, le jour où tu vas ouvrir ta salle, il y aura du stress. Et c'est vrai que je te pose cette question parce que ça fera un peu la même chose. La première fois où tu vas rentrer, c'est comme dans un ring. Alors, c'est un combat envers toi-même plus qu'envers les autres, là. C'est ça. Mais ça sera un peu la même chose avec une concentration et de l'adrénaline et faire en sorte que ce stress. Parce que je suppose que avant tes combats, comme tout le monde, t'es stressé. Je stresse. On est tous stressés, on est d'accord. Alors juste, c'est quelque chose qui est important. Là, j'ai accompagné quelqu'un de mon club qui était surstressé avant la compète. Je lui dis, mais et moi, j'avais gagné la veille, donc il était... C'est sûr que c'est toujours facile de dire un truc quand t'as gagné. Mais du coup, je lui dis, mais en fait, j'étais liquide, hein. On est tous liquides avant. Mais je lui dis, mais c'est ça qui est bon. On vient chercher ça. Comment je réagis, même en étant stressé quand je dois y aller. Ouais. C'est ça qu'on vient chercher à la compète. C'est ça. Ouais. Le stress. Hein. Il y a quelqu'un qui j'ai vu sur Insta que je suis et quelqu'un lui dit bon courage, non, amuse-toi bien à la compète. Et il a répondu un truc qui était vraiment sympa et que mais je m'amuse pas à la compète. Ça, c'est pas le meilleur moment de ma vie. Le meilleur moment de ma vie, c'est mon entraînement pour atteindre mon objectif de la compète. Ensuite, c'est atteindre mon objectif. Mais le moment précis de la compète, c'est pas le moment où je m'amuse le plus. Ouais. Et c'est vrai que c'est un moment, une source de stress, la compétition. C'est parce que c'est le avant qui fait stresser. Ouais. Parce que quand t'es dedans. Non, le dedans, c'est après. Quand t'es en état de flow, ça y est, hein. Tu oublies ce qui est autour de toi. Après, c'est parce qu'on fait aussi des sports. Pour ceux qui font pas ce genre de sport, qui font du tennis ou du foot, nous on fait des sports où l'histoire peut s'arrêter en 3 secondes. Ouais. Ok. Tu t'es entraîné pendant 6 mois, tu as perdu du poids, tu as fait ton truc, tu as la pesée, et derrière, tu laisses un coup, tu laisses un bras, tu laisses un poignet, et ton histoire elle se termine en 5 secondes. Ça y est, tu passes de tu gagnes à tu perds au premier tour. Bon, c'est bien, tu t'es bien battu. Même le mental, il est très présent parce que si imaginons pendant ton combat, que ce soit au sol ou debout, tu es là, tu penses à autre chose, faut pas. Hein, parce que sinon, tu fais. Ça se balaye. Hein. Ça, j'ai beaucoup travaillé sur moi là-dessus. J'ai pris un coach mental pour. Parce que moi, les 30 premières secondes du combat, quand j'ai repris la compétition en JB, je pensais à tout sauf au combat. Et avant, je me disais, qu'est-ce qui se passe là? Et là, j'ai pris un coach mental pour être ici, tu sais ce qu'on dit, ici et maintenant. Ici, maintenant, ouais. Et ça fait la différence, quoi. Maintenant, quand j'étais dans mon combat, là, en fait, au premier tour, je vais aller doucement parce que en même temps, j'aurais pu perdre, mais j'étais plutôt bien. Je me dis, je vais m'échauffer. C'est-à-dire que je vais faire un combat long pour tuer vraiment ce premier souffle et ce stress, tout donner de stress dans le premier combat. Et ça s'apprend d'être lucide. Ouais. C'est dur, hein. C'est très, très dur. Et ça sera pareil pour vous. Alors moi, c'est ce que j'appelle prendre le bouillon. Quand on est entrepreneur, des fois, on prend le bouillon parce que vous allez, par exemple, signer 3 deals.
Et la semaine d'après, vous serez 2 recommandés sur les 3, il y en a 2 qui annulent leur deal. C'est ça. Et là, vous vous dites c'est la fin du monde et ça peut arriver. Et c'est normal, du coup, il faut relativiser, lâcher prise. Si vous pouvez en parler à quelqu'un, votre femme, votre mari, ça permet de relativiser. Et si vous avez cette expérience du sport, forcément, ça vous est déjà arrivé dans le sport. Donc, en fait, il faut se reconnecter. On arrive vers la fin de ce podcast. Yes. Et j'ai une tradition dans le podcast. Yes. Et je la dis alors ça, c'est assez... sauf si tu regardes les émissions d'avant, mais je ne prépare pas l'invité à ça parce que ça me fait rigoler. C'est que c'est toujours l'invité qui conclut le podcast. Donc moi, je vais dire au revoir aux gens. Ça va te laisser quelques secondes. Et ce sera toi qui aura le mot de la fin pour le podcast, pour les personnes, pour ce que tu veux leur dire en quelques instants. Moi, je vais vous remercier d'être resté jusqu'à la fin. Si vous avez aimé, en tout cas, mettez 5 étoiles, likez, abonnez-vous sur le podcast, sur la chaîne YouTube et laissez un avis. Ça vous prend 2 secondes, les amis. Et nous, ça nous permet de pouvoir monter dans ces... vous savez ce que c'est le jeu des référentiels, vous savez ce que c'est le jeu des sponsors. Plus on a de visibilité, plus on a d'avis, ça marche. Donc ça vous prend 2 minutes. Nous, ça nous permet d'envoyer du encore plus lourd. Donc si vous avez kiffé, partagez, likez, mettez des avis et profitez de la vie, kiffez. Et je te laisse pour le mot de la fin. Merci à toi, Damien. C'était un plaisir d'avoir partagé mon parcours avec toi. Merci à ceux qui nous suivent. Et comme il l'a dit, partagez, likez et faites tout pour que ça pète, parce que c'est ce qui nous aide. C'est grâce à ça qu'on avance. Et voilà.